va partir détruire notre corps. Mesdames et messieurs, bien chers téléspectateurs, vous avez été nombreux de vous plaindre de la discontinuité de votre émission de débat sur MCR TV, le briefing de l'actualité. Eh bien, ces moments d'éclipse nous ont permis de revisiter notre concept pour mieux l'adapter, mieux l'accommoder à vos attentes. Il s'était agi d'un renouvellement qui puisse épouser les contours de votre volonté. Ainsi, bien chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous tenons à porter à votre connaissance que le briefing de l'actualité, entendez le LBIA, sera sous peu de retour dans notre grille des programmes. Le briefing de l'actualité, c'est le débat sur les faits saillants de l'actualité tant locale, nationale qu'internationale. Le briefing de l'actualité, c'est la Zéphirec Inter du débat. Enfin, au briefing de l'actualité, nous essayons non pas de nous disputer, mais de discuter et d'apporter un maximum d'éclairage à l'opinion publique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme tous les dimanches en soirée, nous nous retrouvons pour le briefing de l'actualité. Au cours de cette édition, nous allons devoir parler sur le plan local de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. C'était le 3 mai. Tandis que sur le plan national, nous allons évoquer la réunion, tout au moins, le sommet des chefs d'État et de gouvernement sur le fond bleu. Il s'agit bien entendu des chefs d'État et de gouvernement qui se sont retrouvés pour l'accompagnement du fond bleu à travers ce sommet qu'il y a eu du côté de Brazzaville à Kintélé. Enfin, sur le plan international, nous reviendrons sur la démission du président directeur général d'Air France. Et comme invité sur ce plateau, notre consultant maison, lui, c'est Bertin Bliki Assogba. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, avec lui, nous allons évoquer ces trois principales manchettes. Pour commencer, vous le savez, nous avons notre question d'échauffement ou de conditionnement psychologique. Aujourd'hui, Bertin, nous allons devoir nous intéresser, puisque ce mois est consacré à la presse, à la liberté de la presse. Peut-on dire qu'il y a liberté de la presse au Congo-Brazzaville? Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas la liberté. La preuve est que nous exprimons tous les jours. Les journaux paraissent, la télévision, la radio travaillent. Cependant, est-ce que les journalistes disent exactement ce qu'ils pensent? C'est là la question. Est-ce que les journalistes disent exactement ce qu'ils pensent? Question fondamentale, telle est une problématique. On va y revenir tout à l'heure parce que, nous l'avons dit, notre première manchette va porter sur la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. On se retrouve après ce premier jingle. Comme il est de tradition, chaque année, le 3 mai de chaque année, l'humanité célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse, ou tout simplement la Journée mondiale de la presse, une institution des Nations Unies dans le droit fil de la déclaration des journalistes africains à Windhoek en 1991. Je vous propose de suivre ce reportage. La liberté d'expression est inhérente à la liberté de la presse. Elle est considérée comme un droit de l'homme inaliénable et établi par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule, je cite, « Tout individu a le droit à la liberté d'opinion et d'expression », ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions
est celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération de frontières les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Pourtant, cette liberté fondamentale est de plus en plus bafouée à travers le monde. Comment peut-on prétendre parler d'une presse libre alors que partout dans le monde, des journalistes sont menacés, tués en plein exercice de leur profession et même emprisonnés pour leurs opinions ? Dans un monde en pleine révolution, l'accès à l'information pour les journalistes demeure encore un tabou dans plusieurs pays d'Afrique, où ces derniers sont regardés en chiens de faïence, même lorsqu'il s'agit de glaner quelques informations susceptibles d'éclairer la lanterne des populations sur un fait, surtout dans les institutions publiques qui sont parfois les premières à reprocher aux journalistes le manque d'équilibre. Le droit de dire et d'imprimer ce que nous pensons est le droit de tout homme libre, dont on ne saurait le priver sans exercer la tyrannie la plus odieuse, dixit Voltaire. La Journée mondiale de la liberté de la presse est l'occasion pour les journalistes de dénoncer les atteintes portées à cette liberté et de réfléchir sur les moyens d'encourager, de défendre et de développer les initiatives susceptibles d'apporter un nouveau souffle à la profession du journalisme en prônant l'unanimité entre ces acteurs, un des atouts qui font souvent défaut dans la plupart des médias congolais. Car comment un royaume divisé contre lui-même pourrait-il remporter une bataille sans être d'avance voué à l'échec? Voilà, retour sur ce plateau et pour faire chorus avec ce reportage. Et dans le feu de l'action, Bertin, quel commentaire vous inspire ce reportage? Oui, notre très cher collègue parle de l'exercice des médias et de contre-pouvoir. Ce que moi j'ai à retenir, c'est que nous-mêmes, nous devons nous remettre en cause. D'abord, nous devons nous remettre en cause de ce que nous faisons. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Est-ce que nous respectons la déontologie de notre métier choisi? Parce qu'il n'est pas dit, parce que vous dites liberté d'expression, que vous avez le droit de tout dire. Il y a des limites qu'il ne faut pas toucher, notamment la diffamation, l'intoxication de la population, parce que la population nous croit comme le prêtre et le fidèle. Nous disons, c'est le journaliste qui a dit, ah, les gens croient que c'est vrai, mais cependant, lorsque ce n'est pas vrai, et nous devenons fautifs, lorsque nous nous livrons à la diffamation, à s'intéresser à la vie privée des officiels, ou de ne pas dire ce qui va plaire à notre auditoire, et notre travail, notre profession de journaliste ne se fait pas bien. Mais de l'autre côté, il y a le gouvernement doit nous permettre et nous aider à parler franc. Pourquoi? Parce que cela va leur permettre aussi de peser leurs actions. Comme l'a dit, nous prenons en témoin la dernière descente du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel Congo, M. Mvo. Il a bien parlé, mais nous le prenons au piège. Pourquoi? Parce qu'il a dit non, il faut prendre l'action du gouvernement, le programme du gouvernement établi, il faut apprécier qu'est-ce que le gouvernement fait, qu'est-ce que le gouvernement n'a pas fait, et au lieu de diffamer, au lieu de passer les injures à la télé, moi j'ai apprécié. Mais le problème reste encore sur la table. Est-ce que ce n'est pas une façon d'encourager à faire l'apologie du gouvernement? Ah ben, vous savez, nous sommes dans un terrain politique, chacun a sa façon de parler. Mais maintenant, est-ce que ce gouvernement-là... Est-il normal que le patron de la structure qui devait s'occuper de la régulation des médias encourage les médias à encenser le gouvernement? Non, lui, peut-être chacun a sa compréhension, et moi, ce que j'ai compris de son message, c'est dit que nous devons apprécier exactement ce que fait le gouvernement à sa juste valeur. À sa juste valeur, et dénoncer ce que le gouvernement ne fait pas. Moi, je l'ai compris sur cet angle-là. Maintenant, si lui, il prend ça pour sa politique personnelle, c'est autre chose. Alors, nous revenons au thème qui a été proposé pour cette année 2018. Médias, justice et état de droit, contre-pouvoir du pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Médias, oui. Justice, oui. Et état de droit, oui. contre-pouvoir du pouvoir.
Ah oui, il y a... On dit souvent que la presse est le quatrième pouvoir. On est le quatrième pouvoir. Est-ce que nous jouissons de ce pouvoir? C'est la question qu'on se pose. Parce que c'est bien dit, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons parler de l'action du gouvernement et du non-gouvernement dans les pays et sur le plan national et international. Maintenant, ce compte pouvoir-là, est-ce que nous jouissons vraiment de ça sur le terrain et dans chaque pays? Nous avons vu le classement international des médias dans chaque pays. Vous parlez du classement justement rendu public par RSF, Reporters sans frontières. Oui. Il faut noter que sur le plan mondial, c'est un classement mondial, Oui. la première nation à bien observer la liberté de la presse, c'est la Norvège. Oui. Contre toute attente. Il y en a qui penseraient que c'est certainement la France avec RFI. Non. Il faut noter que la France est à la 33e position. Oui. C'est la 33e nation. Vous voyez, à une certaine longueur de la Norvège. Et la question pour nos téléspectateurs, quel est le positionnement du Congo-Brazzaville? Le Congo-Brazzaville est à la 114e place sur 180 pays. Le tout dernier pays, c'est justement la Corée du Nord. Un commentaire sur ce classement du Congo, 114e. Oui, 114e, bon. Il faut dire quand même qu'on est au devant de la République démocratique qui a la 154e position. Ah, vous avez, heureusement, nous ne sommes pas les derniers. Le Congo n'est pas Nous ne sommes vraiment pas les derniers. L'appétit vient en mangeant. Et je pense que lorsque nos gouvernements, ils ont vu ça, ils sauront comment faire pour que le rang change. Parce qu'en matière de classement, tout rang est considérable et à méditer. Parce qu'il se pourrait que... Merci, je voudrais que pour les besoins d'information et de formation de nos téléspectateurs, nous insistions sur la notion de la liberté de la presse, parce que justement, le 3 mai, c'est cette occasion où on doit vulgariser, sensibiliser sur la liberté de la presse ou la liberté d'expression consacrée par l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La liberté d'expression, est-ce la possibilité donnée, comme le disait Feuerbach, à chacun d'être imbécile à sa manière? Est-ce que ça veut dire que, parce que le journaliste est libre, il devrait tout se permettre? Non, moi je ne pense pas. Et moi je ne soutiens pas la thèse de liberté pour liberté. Pourquoi? Parce que lorsque vous dites que vous êtes libre, non, il y a des garde-fous. Vous êtes libre de telle mesure, à tel niveau. Parce qu'il y a des points où, même si c'est vrai, nous ne pouvons pas nous exprimer pour éviter de mettre la poudre au feu. Parce que vous voudriez par exemple parler de la littérature grise ou l'information de décision. Oui. Il y a des décisions qu'on ne rend pas publiques. Oui, on ne peut pas rendre public. On ne peut pas rendre public. On doit avoir les canevas pour savoir transmettre ça à qui de droit. Mais ne pas parler aussi, il ne faut pas dire ce qui n'y est pas. Il ne faut pas dire, par exemple, un tel a fait un don de 100 000, toi journaliste, parce que on t'a acheté un costume, tu vas là-bas, tu as dit, ah, il a fait un don de 200 millions ou bien 100 millions, c'est gauche. C'est le pouvoir de l'argent. Le pouvoir de l'argent, la faiblesse. Il ne faut pas, à cause de la faiblesse de l'argent, nous salissons notre beau métier qui est le journaliste. On a vu tout à l'heure sur le journal télévisé de MCA TV à Makabana, une salle pléthorique qui n'a pas, il n'y a pas de table, ils n'ont même pas le mar. Et pourtant, il y a des politiciens dans ce district. Où sont-ils? Il y a des mouvanciers, il y a des opposants. Où sont-ils? Même si on n'est pas gouvernant, on n'est pas mouvancier, on est fils du pays, mais il y a certaines lentilles du pays. Ils ne peuvent pas faire le banc pour leur village. Pour d'interrogation. Ça, c'est un papier qu'il faut reprendre. Alors, la liberté de la presse, parlons-en, c'est l'occasion aussi de faire le bilan. Beaucoup de journalistes, reporters se plaignent de la rétention de l'information parce qu'ils n'accèdent pas facilement aux sources d'information. On a observé, en tant que praticien de ce métier, que beaucoup d'administrations congolaises sont fermées à telle enseigne que, plutôt que de donner la vraie information issue de la source, nous sommes obligés de supputer. Les portes sont souvent fermées. Il faut comprendre, si quelqu'un ne soutient pas la vérité, quelqu'un sait que ce qu'il fait n'est pas bon,
pourquoi il va vous autoriser à venir chez lui? C'est pas normal. C'est clair. Il faut être intelligent dans certains points. Quand vous venez chez moi, que, ah non, monsieur Bliki, on est venu pour ton journal, comment vous fonctionnez, qui vous financie. Et chaque fois, je vous dis, demain, allez voir le DP, allez voir ceci. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de cet organe, au niveau de cette administration. C'est parce qu'ils ne veulent pas vous dire la vérité. Et ce qu'ils font, ils sont conscients que ce qu'ils font, ce n'est pas bon. Et qu'on ne peut pas dire ouvertement. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'arrêter ou il faut tirer le verre du nez? Non, si vous allez, ils ne vous ouvrent pas là, il faut dire qu'on a été à tel point pour tel problème, les postes sont fermés. Il faut continuer à le dire, il ne faut pas se taire. Il faut continuer à dire, on est parti à tel service, bien dans telle administration, et la porte nous est fermée, on ne peut pas nous recevoir, on m'a dit ceci, cela. Il faut dire exactement ce qu'on vous a dit à la réception. Il faut dire chaque fois, il faut le dire. Lorsqu'ils vont se trouver gênés, je pense qu'eux-mêmes vont vous appeler pour dire, ah non, pour tel problème, voilà ce qu'il y en est, voilà, à telle chose, c'est faux, telle chose. Par exemple, on a donné les résultats du bac technique. Les résultats ne sont pas bons. Mais il faut aller à la source. Pourquoi ce n'est pas bon? Est-ce que c'est la faute des élèves? Est-ce que c'est la faute des enseignants? Etc. etc. Ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Lorsque le directeur ou bien la directrice est concernée vous dit revenez demain et je ne suis pas prête, ceci, cela, il faut savoir que ce n'est pas bon. Et si ce n'est pas bon, justement, oui, le journaliste doit le dire. Il doit le dire. Il ne devrait pas biaiser l'information. Non, il faut dire la vérité. Il faut dire exactement ce que vous consentez, ce que vous avez consenté, il faut le dire. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas aussi diminuer. Et on rappelle que chaque fois que le journaliste perçoit de l'argent, il est assujetti au pouvoir de l'argent en ce moment-là. Il n'est plus libre de traiter l'information de manière rationnelle et objective. C'est clair, parce que... L'argent est donc un danger. C'est un danger. Il fait de vous un prisonnier. Oui, vous serez même prisonnier. Comme on dirait dans l'évangile, l'argent avilit même le sage. Oui, tout à fait. Mais il faut faire attention. Vous perdez votre latin. Il faut dépasser ça. Il faut se dépasser pour dire l'argent c'est autre chose. Mais l'argent va venir. Si vous travaillez bien, l'argent viendra de lui-même. Alors attention aux camoristes et aux capotistes. Oh, non, les capotistes, ils ont leur raison que vous ignorez. Voilà. Il est un slogan du côté de nos confrères du Canard enchaîné en France, par exemple, où on dit si vous n'utilisez pas votre liberté, elle va s'user. Oui. Donc nous avons tout intérêt à jouir de notre liberté. C'est ça. C'est un droit, le droit de l'information, c'est-à-dire d'accéder aux sources d'information. C'est un droit. Et la population a le droit à l'information, c'est-à-dire de recevoir de nous des informations, de savoir ce qui se passe. Même les autorités, même les officiers, ils ont besoin de l'information parce que lorsque dans leur département, il y a certains comportements déviants dans leur département, et qu'eux ne sont pas au courant. Si un journaliste est au courant, il met ça ouvert. L'autorité doit prendre ses responsabilités, corriger. Vous voyez, donc le journaliste n'est pas mauvais au public, n'est pas mauvais à toute personne qui dit de connaître l'importance de l'information. Nous sommes importants, cependant, il faut que nous soyons honnêtes dans l'exercice de notre métier. Et Bertin, il faut préciser en passant que au cours de cette occasion, il est aussi donné de rappeler au gouvernement que il a l'obligation de faire respecter la liberté d'expression, la liberté d'information, pour que, eh bien, en tant que quatrième pouvoir, celle-ci participe comme une sorte de sentinelle à la démocratie parce qu'il y a une corrélation entre la presse et la démocratie. Oui, tout à fait. Vous savez, si aujourd'hui on est en train de faire sur le plan mondial le classement dans tous les pays, et ce n'est pas inutile, c'est pour que chaque pays prenne conscience de ses relations avec ses médias. C'est pour cela, parce que on ne peut pas être là, bon, où en sommes-nous? Bien, chaque fois, on va dire, on a un journaliste est enfermé. Ouais. Mais en temps, le président de la République aussi dit, aucun journaliste emprisonné au Congo-Brazzaville. C'est objectif. C'est objectif. Pendant son exercice, aucun journaliste ne serait emprisonné dans l'exercice de ses fonctions. Et c'est clair. Mais attention, lorsque vous allez diffamer, lorsque vous allez dire des faussetés, porter atteinte
à la vie privée de quelqu'un. Lorsque vous voyez un ministre, vous répondez dans sa vie, vous allez répondre. C'est différent. C'est ça pourquoi il faut que nous fassions. Et il y a souvent une petite confusion. Oui, le chef de l'État a dit, donc on peut tous perdre. Non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Sauf à répondre de cet abus de visage de la liberté. Oui, vous allez trouver un ministre qui vit sa passion dans une boîte de nuit avec une copine. Non, vous mettez ça à la une du journal. Ça veut dire quoi? On gagne quoi? C'est quelle est l'information là que nous donnons à la population? Rien. Tandis qu'il nous est demandé de ne pas mettre sur la place publique la vie privée. Ou la vie privée, c'est interdit. Nous devons, c'est pourquoi j'ai dit au départ, nous devons nous remettre en cause. Qu'est-ce que nous faisons de bien? Qu'est-ce que nous faisons de mal? Qu'est-ce que nous allons faire pour que notre veste de journaliste ne soit pas tachée? Je me voudrais, Bertrand, de boucler sur ce sujet sans évoquer, dans le droit fil de la célébration de cette journée mondiale de la liberté de la presse, cette activité organisée par nos confrères le 4 mai dans la ville. Il s'agit d'un nouveau club, le club de la presse au Congo, géré par notre bien chère consoeur Nadine Iwou, dont notre doyen et confrère Ader Monzeo est le secrétaire général. Ils ont fait venir à Pointe-Noire les doyens de la presse comme Médard Milandou pour nous parler de la liberté de la presse et de la démocratie, tandis que Adrien Wahi a parlé du web et de ses travers. Alors rapidement, sur l'initiative de mettre les journalistes ensemble. Oui, mettre les journalistes ensemble, c'est très beau, mais il faut avoir les principes, il faut avoir les modes d'organisation. Je pense que cette activité a tapé à côté, si on veut parler franc, parce qu'on a vu les participants. Si on enlève les invités, les journalistes qui étaient présents n'atteignent pas 50%, on est 20%, c'est insuffisant. Parce que nous sommes dans une capitale économique, il faut tenir compte de tous les médias. C'est dû à quoi? Vous pensez qu'il y a eu un souci de communication? Oui, il y a un manque de communication, il n'y a pas même communication, si je vais dire, ça a été formé, il y a les invitations dans les couloirs, nous ne sommes pas à ce niveau-là, nous sommes maintenant, la technologie a évolué, nous devons avoir un répertoire de tous les médias de Pointe-Noire et pourquoi pas de tous les journalistes, et que s'il y a une activité importante de ce genre, il faut que les gens soient au courant. Même si vous ne voulez pas les inviter, il faut qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Ils peuvent venir comme observateurs simples de votre activité. Mais ce serait bon, parce que nous sommes dans une capitale économique. On ne doit pas faire les choses à moitié. Non, nous ne sommes pas dans un village. Voilà, si nous sommes dans un village, il doit être planétaire, parce que justement, avec les technologies de l'information et de la communication, nous avons pratiquement emboîté le pas à McLuhan, à cet Américain qui évoquait déjà le village global ou le village planétaire. Notre deuxième sujet, c'est sur le plan national et c'est après ce jingle. Le 29 avril dernier, il y a eu sommet des chefs d'État et de gouvernement du bassin du Congo. Ce sommet portait sur le Fonds bleu. Je vous propose de suivre ce reportage. Lancé le 9 mars 2017 à Oyo à l'initiative du chef de l'État congolais, le Fonds bleu est une quête commune de sauvegarde des écosystèmes de la sous-région du bassin du Congo, le deuxième poumon vert de la planète après l'Amazonie. Le sommet de Brazzaville marque l'engagement des Africains à opérationnaliser ce fonds de sorte que les acteurs au développement et les pays industrialisés montrés du doigt pour la part qu'ils prennent dans la pollution de la planète inversent la tendance en faveur de sa préservation. À la tribune du sommet, tous les chefs d'État qui ont pris la parole ont souligné l'importance de financer le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Invité d'honneur du sommet, le roi Mohamed VI du Maroc soutient l'initiative. Nous avons choisi de soutenir ce programme car il est fondé sur un nouveau paradigme qui répond aux besoins présents et futurs. Il s'appuie en effet sur des programmes intégrés, inclusifs et solidaires de la nouvelle économie bleue FEBA-Ancil. La mise en place du Fonds bleu doit s'accompagner de la mobilisation de tous les acteurs économiques et de la société civile pour que s'engagent des actions concrètes d'atténuation et d'adoption.
L'hôte du sommet et l'initiateur du Fonds bleu dans le bassin du Congo, le président congolais Denis Sassou Nguesso, a sollicité la mobilisation des partenaires internationaux. Le moment est venu de rendre effectif le fonctionnement de la Commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Ces deux instruments novateurs restent ouverts aux contributions des pays membres de l'Organisation des Nations Unies, a déclaré le président congolais. Au terme du sommet, un protocole d'accord instituant la Commission climat du bassin du Congo a été signé. Voilà, le bassin du Congo, toute cette zone bordée par le fleuve Congo dont on sait qu'il est le deuxième fleuve le plus puissant du monde après l'Amazonie. Il faut donc le préserver pour les équilibres sur le plan mondial. Aujourd'hui, on parle de la détérioration de la couche d'ozone, d'où cette organisation autour de la COP. On a vu Paris, on a vu Bonn en Allemagne. Cette fois-ci, et depuis l'année dernière, à l'initiative du président de la République, Denis Sassou Nguesso, il y a une organisation autour du bassin du Congo. Les Africains doivent commencer par se mettre ensemble, collecter des fonds pour pouvoir préserver l'écosystème de la zone. Cette grande rencontre, cette grand-messe des chefs d'État de la sous-région et de leurs chefs de gouvernement, c'est justement pour se concentrer sur cette question qui consiste à collecter les fonds et préserver la sous-région. Bertin, qu'est-ce que vous en dites? Oui, en entame de ce sujet, nous avons la responsabilité, l'honnêteté de féliciter son Excellence le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a pu réussir à son objectif depuis longtemps et qu'il a tout fait pour faire déplacer ses collègues et que l'activité a lieu, c'est le premier sommet. Près d'une dizaine de chefs d'État, avec un invité d'honneur, le roi marocain, Mohamed VI. Ce n'est pas une mince affaire, il faut le féliciter. Maintenant, le reste à faire, c'est que il faut que les partants de ce projet respectent leur engagement parce que l'argent est le nerf de la guerre. Nous connaissons, nous avons su et plusieurs fois, et les dirigeants et organisateurs de l'Union africaine ont dénoncé les pays africains qui ne payaient pas leurs cotisations à l'Union africaine. Voilà aussi un grand projet qui demande encore de l'argent pour mettre en branle ce projet, puis pour protéger le bassin. Maintenant, s'ils ne payent pas la cotisation, qu'est-ce que ça va donner? Ce serait un effort perdu. C'est ça. Maintenant, il faut qu'ils respectent leur engagement. Bertrand, c'est certainement le principe du miracle qui va s'opérer là lorsqu'on sait qu'au niveau de la COP, les pays africains se mettent ensemble pour aller demander le financement des grandes puissances parce que là-bas, tout est complètement dégali avec les grandes industries. Il y a encore des écosystèmes pertinents chez nous, le cas donc du bassin du Congo. Il va de soi que la solidarité internationale aidant, nous avons certes besoin des subsides qui viennent de l'extérieur, mais le miracle commence par le pain et le poisson que nous devrions apporter en tant qu'État africain. Non, il faut faire attention parce que chaque fois, on ne va pas tendre la main aux puissances financières du monde pour dire que les Africains ont un tel projet. Et si nous continuons à faire ça, nous serons toujours sous leurs pieds, ce qui est marrant. Parce que nous devons commencer par nous-mêmes, dégager notre possibilité et voir en quoi on est impossible. Est-ce qu'on ne peut pas continuer à avoir ce que nous avons besoin, le budget que nous avons besoin pour faire nos activités sans les puissances européennes. Parce que mais Bertrand, la question de la préservation des écosystèmes ne concerne pas que l'Afrique. Je crois que c'est une question ça ne concerne pas la Afrique. Lorsqu'on sait que d'une manière générale, ce sont les puissances occidentales qui détruisent l'écosystème parce que les grandes productions viennent de Oui, ça ne concerne pas seulement les pays africains. Oui, mais il faut pas oublier que ce bassin-là est sur le territoire africain. Il ne faut pas oublier, c'est dans un continent et c'est le continent africain. Donc nous devons faire attention à ce que nous donnons nous-mêmes nos possibilités majeures. Nos possibilités majeures à ce que le financement soit donné de façon fructueuse en notre sein d'abord, et après on fait de chez nous, et que on dit, ils ont fait ceci à telle hauteur, et que bon,
Lorsque c'est comme ça, nous venons à... C'est certainement, Bertin, l'intérêt de ce fonds bleu initié par le président de la République depuis l'année dernière du côté d'Oyo. C'était déjà les prémices. Oui. Mais le tout dernier sommet du 29 avril du côté de Kintélé à Brazzaville a certainement porté ses fruits. Oh, ça, j'ai dit ça au départ, ça a porté ses fruits. La preuve est qu'on a des premiers sommets, on a eu au moins 10 chefs d'État et un président d'honneur, le Marocain, le roi marocain. C'est déjà un succès au début. Platon dit, pour toute chose, le début de toute chose est difficile, mais pour cela, c'est le plus important. On a déjà dépassé maintenant l'obstacle de ne pas l'organiser. C'est organisé déjà et c'est déclenché. Tout le monde sait maintenant que le problème du bassin du Congo est mis ouvert. Voilà, Bertin, à en croire l'engouement des chefs d'État qui sont arrivés nombreux à Brazzaville, on peut espérer que le projet portera ses fruits. On attend de voir parce que c'est une chose que de se mettre ensemble, mais une autre également que de voir les chefs d'État prennent des engagements fermes pour que toutes les nations de la sous-région se cotisent à hauteur voulue. Oui, c'est clair. Il n'y a pas un succès d'un projet que soit sans argent. Et que s'il y a l'argent, ça marche. Et que s'il y a l'argent, il faut une bonne gestion. Ça marche. Et cependant, ces présidents et ces chefs d'État concernés, ils doivent faire l'effort pour qu'on ne nous parle pas prochainement que non, à faire de bassin de Congo, il y a certains États qui n'ont pas payé leurs cotisations. Ce serait grave. Nécessité donc pour tous les États de payer leurs cotisations pour que soit constitué ce fonds bleu. Nous allons tendre vers la troisième et dernière partie de cette émission. Il s'agit de l'actualité internationale. On se retrouve après ce jingle. Vous ne perdez pas de vue que le briefing de l'actualité en tant que Zéphirin Keter du débat, Zéphirin Keter de l'échange, c'est aussi cette grande tendance, non pas à nous disputer parce que nous n'avons pas suffisamment de muscles pour le faire, mais notre logomachie, notre savoir nous donne d'aller vers l'analyse objective pour pouvoir éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Nous parlons d'un fait saillant du côté de l'Hexagone, précisément en France, où le président directeur général de la compagnie aérienne Air France a démissionné vendredi dernier. Nous en étions au 4 mai. Pourquoi a-t-il démissionné? Simplement parce qu'il était en but avec les salariés qui ont pensé qu'il fallait relever le niveau de leur rémunération. Lui, dans sa dynamique de réforme, a pensé que tel n'était pas le cas. Le bras de fer a fait de sorte qu'il y ait une série de grèves. Et dans cette dynamique, il a pensé qu'il fallait organiser un vote pour voir si oui ou non on devait accepter les réformes salariales telles que voulues par les salariés. Il avait pris l'engagement tel que si, au cours de ce vote, eh bien, les salariés étaient majoritaires, il démissionnerait. C'est ce qui s'est fait. Les salariés ont voté à hauteur de 55,44%. Ils sont majoritaires. Le président, directeur général, a pris l'option, mais alors l'engagement solennel de féliciter les salariés pour cette démarche, mais également a dit qu'il tiendrait son engagement. Il va devoir démissionner sous peu. Bertin, une telle attitude pour un responsable d'entreprise qui est en but avec le personnel, qui met sa responsabilité pratiquement sur la balance pour dire si les salariés prennent l'option majoritaire, je suis obligé de démissionner. Ça inspire un commentaire. Oui, bon, le DG, ce cadre de Air France, il est à féliciter, encourager parce qu'il a pris une décision d'homme. C'est ce qu'on appelle la personnalité. Il veut sa personnalité règne et qu'il ne veut pas s'incliner devant un fait dont lui-même il n'est pas responsable. Alors qu'en Afrique, ça s'appelle lâcheté. Même en Europe, il y en a qui ne veulent pas démissionner parce que il voit qu'ils sont complexés ou bien c'est une honte pour eux de démissionner. Il faut trouver des palliatifs pour les faire partir par force ou par d'autres moyens. Et qu'en Afrique, c'est
une autre manche, que les gens, ils savent que ça ne marche pas dans là où ils sont, ils n'ont pas de proposition de solution, ils n'ont jamais de plan B, comme on le dit souvent. Et le plan B, il n'y en a pas, le plan A est échoué. Ben lui, il a vu que non, comme ça ne marche pas, pourquoi je vais toujours rayer comme cadre, comme directeur général, il vaut mieux que je quitte afin que l'autre vienne peut-être trouver une meilleure solution plus que moi. C'est ce qu'il a fait. Il a pris un acte responsable qui est rare dans les milieux professionnels. Voilà, rare acte responsable dans le droit fil d'un trouble du personnel lié, il faut dire, lié à une revendication objective, une revendication salariale. On y revient, le temps battant de suivre ce tellement. Je précise à nos téléspectateurs que ce tellement a un fond sonore, il n'est pas commenté, mais vous ferez l'effort de lire le texte qu'il y a dessus. Je vous propose donc de le suivre. Voilà, j'assume les conséquences de ce vote. Dixit, JMJ, Jean-Marc Janayak, le président directeur général d'Air Force. Oui, il a assumé. Cet engagement, j'assume les conséquences de ce vote. C'est une parole responsable digne d'un nom qui Ceci dénote d'une certaine honnêteté intellectuelle. Oui, honnêteté intellectuelle, qui voit de loin le mal et qui n'attend pas que le mal vienne l'attraper là où il est. Et donc, il se dégage et psychologiquement, à le voir, c'est un type rigoureux, sévère envers lui-même. Et il est à féliciter que la suite... ferme, il a pris l'option, il est respecté. Il faut que ça soit un exemple dans tous les milieux professionnels du monde, même pourquoi pas en Afrique. Il faut le dire en passant, généralement on pense qu'il n'y a que dans l'Hexagone, sous d'autres cieux, que ces exemples peuvent se produire. On a vu chez nous, il y a peu, on en a parlé, un entraîneur, un coach, celui de la Manche, qui a démissionné également dans un contexte où il avait maille à partir avec le président de ce club. C'est un courage de lion. C'est un courage de lion et que, attention, il ne faut pas démissionner pour démissionner. Non, on ne démissionne pas pour démissionner. Mais le bien s'appelle bien et le mal s'appelle mal. Lorsqu'on se rend compte, je crois que dans notre métier, dans le journalisme, il y a ce qu'on appelle la clause de conscience. N'est-ce pas? Lorsque la ligne éditoriale de départ n'est plus observée, vous avez un patron qui change brutalement de ligne éditoriale sans vous en informer, sans vous associer. Vous avez le droit de vous retirer, il vous paye vos droits. Ça s'appelle
brandir la clause de conscience. Oui, ça veut dire... Mais il faut le faire loyalement. Il faut le faire loyalement, avec responsabilité. Il ne faut pas faire après regretter, commencer à gratter la tête comme le singe. Voilà. Non, il faut le faire avec responsabilité et avoir des réponses convaincantes à l'audit. Parce qu'après, les gens vont vous consulter pour dire, mais qu'est-ce qui a fait que tu as démissionné, etc. Il faut maintenant les convaincre de pourquoi tu as démissionné. Parce que les gens pensent qu'il y a démission dans démission, il y a les gens qui fuient le débat. Et ils démissionnent, ils fuient le débat. Maintenant, ils démissionnent. Il y a d'autres, par responsabilité, par honnêteté, et qui dépassent l'humilité, ils disent, bon, ça ne marche pas, pour telle raison, moi je quitte. Voilà. Il faut faire cette différence. Voilà. Il ne faut pas démissionner parce que tu es incapable. Tu es incapable, tu n'as plus les moyens, tu n'as plus les mots ni les moyens pour sauter le problème. Mais pour toi, c'est une facilité de dire que non, ailleurs, moi, je ne peux pas accepter. Je vais dire, tu dois aller jusqu'au bout, je ne signe pas. Je vais te garder pour que tu me convainques que non, pour telle chose, je peux ou bien je ne peux pas. Voilà, merci Bernard Assekba, notre consultant maison. Nous avons été heureux d'être reçus chez vous par le biais de cette émission, le briefing de l'actualité. Et si vous avez aimé, nous vous rappelons que la rediffusion, c'est lundi à 21h. Nous vous retrouvons avec le même zèle apostolique dimanche prochain à 21h15. Au revoir.